Amélie Nothomb, Pétronille. Chapitre 2. J'étais une romancière de 30 ans qui débarquait à Paris. Les libraires m'invitaient à dédicacer chez eux, je ne refusais jamais. Les gens affluaient pour me voir, je les accueillais avec le sourire. Elle est gentille, disait-on. En vérité, je pratiquais une chasse passive. Proie des curieux, je les regardais tous en me demandant ce que chacun vaudrait comme compagnon de beuverie. Prédation combien hasardeuse, car enfin, à quel signe détecte-t-on un tel individu ? Déjà, le mot compagnon n'allait pas, qui a pour étymologie le partage du pain. Il me fallait un convignon ou une convigne. Certains libraires avaient l'heureuse initiative de me servir du vin, parfois même du champagne, ce qui me permettait de jauger dans l'œil des gens l'étincelle du désir. J'aimais que l'on ait pour mon verre un regard de convoitise, pourvu qu'il ne fût pas trop appuyé. L'exercice de la dédicace repose sur une ambiguïté fondamentale. Personne ne sait ce que l'autre veut. Combien de journalistes m'ont-ils posé cette question ? Qu'attendez-vous de ce genre de rencontre ? À mon sens, l'interrogation est encore plus pertinente pour la partie adverse. À part les rares fétichistes pour qui la signature de l'auteur compte réellement, que viennent chercher les amateurs d'autographes ? Pour ma part, j'éprouve une curiosité profonde envers ceux qui viennent me voir. J'essaye de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ce point n'aura jamais fini de me fasciner. Aujourd'hui, la question est un peu moins mystérieuse. Je ne suis pas la seule à avoir observé que les plus jolies filles de Paris font la queue devant moi. Et je remarque avec amusement que beaucoup de gens fréquentent mes dédicaces pour draguer ces beautés. Les circonstances sont idéales, car je dédicace à une lenteur accablante. Les séducteurs ont donc tout leur temps. Mais mon récit se situe fin 1997. À cette époque, le phénomène sautait moins aux yeux, ne serait-ce parce que j'avais alors moins de lecteurs, diminuant ipso facto la probabilité d'y inclure des créatures de rêve. C'étaient des temps héroïques. Les libraires me servaient peu de champagne. Je n'avais pas encore de bureau chez mon éditeur. Je repense à cette période avec le même effroi ému que notre espèce quand elle se remémore la préhistoire. Au premier regard, je la trouvais si jeune que je la pris pour un garçon de 15 ans. Cette juvénilité était confirmée par l'intensité exagérée des yeux. Elle me dévisageait comme si j'avais été le squelette du glyptodon du muséum du Jardin des Plantes. Je suis souvent lue par des adolescents. Quand il s'agit d'une lecture imposée par le lycée, c'est d'un intérêt modéré. Lorsqu'un homme me lit de sa propre initiative, c'est toujours fascinant. Aussi accueillis-je le garçon avec un enthousiasme non feint. Il était seul, ce qui prouvait qu'aucun professeur ne l'envoyait. Il me tendit un exemplaire du Sabotage amoureux. Je l'ouvris à la page de garde et prononçai la formule rituelle. « Bonsoir, c'est à quel nom ?»« Pétronille Fanto », répondit une voix peu sexuée, cependant plus féminine que masculine. Je sursautai, moins de découvrir le véritable sexe de l'individu que d'apprendre son identité. « C'est vous ?» m'écriai-je. Combien de fois ai-je vécu ce moment en dédicace ? Voir apparaître devant moi une personne avec qui je corresponds. Le choc est toujours violent. Passer d'une rencontre de papier à une rencontre de chair et d'os, c'est changer de dimension. Je ne sais même pas si c'est passer de la 2e à la 3e dimension, parce que c'est peut-être le contraire. Souvent, voir le correspondant en vrai, c'est régresser, rejoindre la platitude. Et ce qui est terrible, c'est que c'est irrémédiable. Si l'apparence de l'autre, pour Dieu sait quel motif, ne convient pas à l'altitude d'une correspondance, celle-ci n'atteindra plus jamais son niveau. On ne pourra ni l'oublier ni en faire abstraction. Du moins, moi, je ne le peux pas. C'est absurde, car ces échanges ne visent pas à la galanterie. L'erreur serait de croire que le physique compterait seulement en amour. Pour la majorité des gens à laquelle j'appartiens, le physique compte en amitié et même pour les relations les plus élémentaires. Je ne parle pas ici de beauté ni de laideur. Je parle de cette chose si vague et si importante que l'on nomme physionomie. Au premier coup d'œil, il y a des êtres qu'on aime et des malheureux qu'on ne peut pas encadrer. Le nier serait une injustice supplémentaire. Bien sûr, cela peut évoluer.
Il y a des gens dont l'apparence rebute, mais qui sont si formidables qu'on va pouvoir s'y habituer, voire apprendre à apprécier leur tête. Et l'inverse se vérifie. Des êtres au physique avantageux vont nous paraître peu à peu sans charme si leur personnalité nous déplaît. Il n'empêche qu'il faut composer avec cette donnée de départ. Et l'instant de la rencontre est celui où l'on prend si soudain la mesure du corps de l'autre. « C'est moi, » répondit Pétronille. « Je ne vous imaginais pas comme ça, ne puis-je m'empêcher de dire. »« Comment m'imaginiez-vous » demanda-t-elle. Suite à ma déclaration idiote, il était inévitable qu'elle me pose cette question. Or, je ne l'avais pas réellement imaginée. Quand on correspond avec quelqu'un, on se construit non pas une image, mais une intuition confuse de l'apparence du destinataire. Pétronie Fantot m'avait envoyé, pendant les 3 mois précédents, 2 ou 3 lettres manuscrites dans lesquelles elle ne m'avait pas dit son âge. Elle m'avait écrit des choses si profondes et si ténébreuses que j'avais pensé avoir affaire à une personne vieillissante. Et je me retrouvais nez à nez avec une adolescente, au regard de piment rouge. « Je vous croyais plus âgée. »« J'ai 22 ans, dit-elle. »« Vous avez l'air plus jeune. » Elle leva les yeux au ciel avec un agacement qui me donna envie de rire. « Que faites-vous dans la vie ?»« Étudiante, dit-elle. » Et sans doute pour couper court à la question suivante, elle ajouta « Je fais un master en littérature élisabéthaine. J'écris un mémoire sur un contemporain de Shakespeare. » « Admirable ! Quel contemporain de Shakespeare ?»« Vous ne le connaissez sûrement pas, » répondit-elle avec aplomb. J'éclatai de rire. « Et vous avez le temps de lire mes livres, entre ceux de Marlowe et ceux de John Ford ? Il faut bien s'amuser. »« J'aime être votre divertissement, » dis-je en guise de conclusion. Je lui aurais volontiers parlé plus longtemps, mais elle n'était pas la dernière de la file. La rencontre de dédicace doit être brève, ce qui s'avère le plus souvent libérateur. J'inscrivis quelques mots sur la page de titre de son exemplaire du sabotage amoureux. Aucune idée de ce que je pus écrire. Sauf exception, ce qui compte pour moi dans une séance de dédicace, ce n'est pas la dédicace. Il y a 2 attitudes possibles chez ceux à qui je viens de signer un livre. Il y a ceux qui partent avec leur butin et ceux qui se rangent sur le côté et me regardent jusqu'au bout de la séance. Pétronie resta et m'observa. J'eus l'impression qu'elle voulait me consacrer un documentaire à Limalier. C'était dans cette merveilleuse et minuscule librairie du 17e arrondissement, l'Astrée, 69 rue de Lévis. Michel et Alain Lemoine, comme de coutume, recevaient l'écrivain et les lecteurs avec une gentillesse désarmante. Comme il faisait déjà froid en cette soirée de fin octobre, ils servaient à tous un verre de vin chaud. Je me délectais du mien, et je remarquai que Pétronille ne dédaignait pas le sien. Elle avait vraiment l'apparence d'un garçon de 15 ans. Même ses longs cheveux, retenus en un catogan, étaient ceux d'un adolescent. Débarqua un photographe professionnel qui commença à me canarder sans me demander mon avis. Afin de ne pas m'irriter, je feignis de ne pas m'apercevoir de son manège et continuai à rencontrer mes lecteurs. Bientôt, le malotru ne se contenta plus d'être ignoré et fit aux gens le geste signifiant qu'ils devaient s'écarter. La fumée commença à me sortir par les oreilles, et j'intervins. « Monsieur, je suis ici pour mes lecteurs et non pour vous. Donc, vous n'avez pas à donner d'ordre à qui que ce soit. »« Je travaille pour votre gloire » dit le sycophante en continuant son shooting. « Non, vous travaillez pour votre argent et sans aucune politesse. Vous avez déjà pris beaucoup de photos. À présent, c'est terminé. C'est une atteinte à la liberté de la presse » vociféra celui qui prouvait ainsi sa véritable nature de paparazzi. Michel et Alain Lemoine étaient épouvantés de ce qui se déroulait dans leur librairie au nom de romans précieux, et n'osaient réagir. Ce fut alors que Pétronille attrapa l'individu d'une main par la nuque, et l'entraîna à l'extérieur avec une fermeté sans réplique. Je ne sus jamais exactement ce qui se passa, mais je ne revis pas le mitrailleur, et aucune de ces photos ne fut repérable dans la presse. Personne ne commenta l'incident. Je continuai à dédicacer avec des sourires. Ensuite, les libraires, quelques fidèles clients et moi, nous achevâmes le vin chaud en bavardant. Je pris congé et marchai vers la station de métro. Au bout de la rue de Lévis, à cause de l'obscurité, je ne vis pas la petite silhouette qui m'attendait. « Pétronille » m'écriai-je surprise. « Quoi ? Vous trouvez que c'est du harcèlement ?»« Non, merci pour le photographe. » « Que lui avez-vous fait ?
Je lui ai expliqué ma façon de penser. Il ne vous dérangera plus. Vous parlez comme dans un film de Michel Audiard. Si je vous écris, vous me répondrez encore ? Bien sûr. Elle me serra la main et disparut dans la nuit. Je descendis dans le métro, enchantée de cette rencontre. Petronille me parut digne des contemporains de Shakespeare qu'elle étudiait. Des mauvais garçons, toujours prêts à se battre.